Bonjour, je m'appelle Claire Goulet, je suis spécialiste de l'éducation inclusive à l'Université de Strasbourg et je forme les futurs enseignants pour les amener à mieux s'adapter aux besoins des élèves qu'ils vont avoir dans leur classe. Depuis quelques années, je m'intéresse à une pédagogie qui nous vient des États-Unis et du Canada et qui vient d'entrer dans la formation initiale des enseignants français depuis 2020. Cette pédagogie, elle s'appelle la conception universelle de l'apprentissage. C'est une pédagogie qui permet de s'adapter aux besoins des élèves qui sont présents dans la classe et de penser à la diversité comme faisant partie de la réalité du travail des enseignants d'aujourd'hui. Pour préparer une séance en pédagogie universelle, il faut commencer à planifier sa séance au moment où on la prépare, c'est-à-dire avant d'enseigner, pour éviter de devoir produire de la difficulté scolaire et de devoir y répondre en plus. Ensuite, pour mettre en œuvre cette pédagogie, il faut proposer plusieurs modalités de travail aux élèves. Donc c'est une pédagogie flexible et elle va s'adapter naturellement à la réalité des besoins qui sont présents dans la classe. Les élèves qui vont, on va dire, se former progressivement à cette pédagogie, en même temps que l'enseignant en général, ils deviennent progressivement experts de leurs propres besoins et ce sont les élèves eux-mêmes qui vont choisir les modalités de travail qui leur conviennent. Et cet aspect d'avoir le choix, qui est finalement quelque chose qu'on ne propose pas tellement souvent aux élèves, facilite leur engagement dans les apprentissages et dans le scolaire. Il y a plusieurs lignes directrices. Dans cette pédagogie universelle, on va présenter les informations de différentes manières. On va proposer aux élèves plusieurs moyens d'action et d'expression pour réaliser les tâches et on va aussi leur proposer plusieurs moyens d'engagement. Cette pédagogie, elle se caractérise parce que à la fois, elle répond aux besoins de la diversité des élèves et en même temps, elle maintient des ambitions élevées pour les apprentissages. Et enfin, elle a été évaluée au Canada et aux États-Unis et on observe qu'elle diminue le besoin d'aménagement individuel pour les élèves, qu'elle améliore le bien-être des enseignants et des élèves et qu'elle réconcilie les enseignants avec la diversité des élèves. Alors pour mettre en place cette pédagogie, évidemment, il faut des ressources. Et nous vous avons sélectionné quelques ressources qui sont à la fois accessibles et concrètes et que je vais vous présenter rapidement. Un premier outil, c'est le plus court et je dirais le plus accessible pour vraiment découvrir la pédagogie universelle. Il s'intitule Pédagotruc. C'est un outil en 4 pages qui reprend les principes directeurs et qui donne des exemples concrets d'aménagement collectif. C'est un outil qui a été réalisé par des spécialistes canadiens. Il y a un autre outil qui a été réalisé par le Centre de technologie spécialisée, qui est un centre américain, et c'est un tableau récapitulatif qui présente sur un seul tableau toutes les lignes directrices. Donc c'est un tableau dont on peut s'inspirer chaque fois qu'on a envie de modifier sa séance pour qu'elle devienne plus universelle. Il y a un dossier qui a été réalisé par la Ligue des droits de l'enfant, que je vous conseille tout particulièrement. La Ligue des droits de l'enfant, c'est un organisme belge. Il est un petit peu plus long que le document Pédagotruc, mais ce qu'il a de très intéressant, c'est qu'il explique vraiment la philosophie, le fonctionnement et les buts de la pédagogie universelle. Et donc, ça permet de la mettre en œuvre tout en comprenant pourquoi on fait les choses comme ça. Et enfin, un site suisse qui propose des ressources numériques qui sont liées à la conception universelle de l'apprentissage, sachant que pour mettre en œuvre cette pédagogie, ça peut être intéressant d'avoir des ressources numériques dans sa classe. Mais on peut aussi le faire sans. Comme cette pédagogie n'est pas encore tellement connue en France et que probablement vous n'en avez jamais vu aucun exemple dans des classes ou mis en œuvre par des collègues, je vais vous proposer quelques exemples pour que ça puisse devenir plus concret. Ces exemples, ils ont tous été essayés dans les classes de stage d'étudiants que j'encadre pour les mémoires et donc ils ont tous montré leur efficacité pour permettre la réussite des élèves. Alors, le premier exemple que je souhaite vous proposer, c'est pour présenter les consignes d'une manière accessible. Donc là, on va appliquer la ligne directrice, plusieurs moyens de représentation de l'information.
Et donc cette consigne, elle va être présentée à l'écrit, donc au tableau. Ensuite, avec les élèves, on va repérer les mots qui seraient un petit peu difficiles ou qui seraient des mots qui sont liés à des concepts, par exemple des concepts mathématiques ou des concepts grammaticaux. Et pour ces mots difficiles, on va rechercher ensemble avec les élèves un synonyme ou bien un petit dessin qu'on pourrait mettre en dessous du mot sur le tableau, de manière à ce que tous les élèves, quand ils lisent la consigne, comprennent bien de quoi on parle. Ensuite, on pourrait faire un exemple ensemble avec tous les élèves, par exemple un exemple à l'ardoise, où l'enseignant voit tout de suite qui a compris, qui n'a pas compris, et peut tout de suite faire un petit retour, un feedback rapide pour expliquer et je dirais prévenir les erreurs. Et puis cet exemple qui serait corrigé, ça serait un exemple juste, et il pourrait être mis au tableau en dessous de la consigne, et il faudrait le laisser disponible tout du long du travail. Si vous pensez à vos élèves, à partir de cet exemple, vous allez voir que ça va aider des élèves qui, par exemple, ont du mal à comprendre les consignes. Aussi les élèves qui ont du mal à se concentrer pendant qu'on fait un exemple, pendant qu'on explique. Et les élèves qui n'ont pas beaucoup de mémoire. Parce que le modèle va être disponible tout du long du travail. Ce qui fait qu'un élève qui aura, je dirais, perdu son attention, qui sera un petit peu fatigué, et ben, il va retrouver cet exemple à tout moment. Pour un texte à comprendre ou un énoncé de problème, on pourrait le projeter au vidéoprojecteur pour que tout le monde voit le texte ensemble, le lire ensemble en s'appuyant sur l'écrit, en montrant les mots qu'on est en train de lire, en aidant les élèves à identifier les informations essentielles, et puis construire avec les élèves ensuite un schéma qui représenterait, on va dire, tous les éléments essentiels du texte, par exemple. Un autre exemple, celui-là, il est pour favoriser la participation orale ou bien la production écrite. On peut construire avec les élèves des banques de mots qu'on va laisser à leur disposition. Et alors qu'on va leur proposer bien justement de participer oralement, ils pourront s'appuyer sur cette banque de mots pour avoir du vocabulaire ou avoir des idées, et de même pour la production écrite. On a testé en classe et ça avait eu des résultats formidables. Et dernière piste qui est vraiment importante, et je finirai par là, c'est celle de favoriser l'entraide entre les élèves. Parce qu'en fait, quand on favorise l'entraide, la diversité entre les élèves, au lieu d'être un problème, ça devient une ressource. Parce que les élèves qui ont une certaine, je dirais, certaine capacité de régler certains problèmes vont pouvoir aider les autres, et inversement. Et cette manière de travailler avec les élèves comme partenaires soulage énormément l'enseignant pour gérer la diversité. Pour commencer avec la conception universelle des apprentissages, si vous avez envie de vous lancer, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les exemples ou bien les outils qu'on vous a proposés et de vous demander qu'est-ce que je me sens capable d'essayer maintenant, quelque chose qui me semble tout à fait faisable et qui ne me fait pas peur. Alors mettons que vous ayez envie de commencer par la consigne. Vous pourriez essayer de mettre on va dire, de passer votre consigne d'une manière différente en la rendant plus accessible selon l'exemple que je vous ai proposé. Et puis ensuite, vous mettez en œuvre cette nouvelle manière de présenter la consigne et vous observez les effets sur les élèves. En principe, vous devriez observer que vous avez moins de demandes d'aide au moment de l'entrée dans le travail, et puis que quand vous corrigez les travaux des élèves, il y a plus d'élèves qui ont compris ce qui était demandé par cette consigne. Une question qui est fréquente chez les enseignants, c'est la question de la différenciation. Parce qu'en fait, vous avez déjà des pratiques. La CUA, c'est une nouvelle pratique pour gérer la diversité, mais en France, on a déjà quelque chose qui s'appelle la différenciation. Alors, quelle est la différence entre CUA et différenciation? Il y en a deux essentielles. C'est que dans la CUA, tout est proposé à tous les élèves. Ce n'est pas l'enseignant qui décide que tel ou tel élève a besoin de telle piste de différenciation. Tout est proposé à tous et c'est l'élève lui-même qui va choisir ce qui lui convient. Parmi vraiment les objectifs essentiels de la CUA, c'est de former des élèves plus experts de leurs besoins, plus débrouillards, plus actifs, plus impliqués dans leurs apprentissages. Et vous allez voir que ça va complètement changer l'engagement de vos élèves dans la tâche. Et enfin, ça a aussi un autre effet qui est très très positif,
c'est que comme vous proposez toutes les pistes à tous les élèves, ça ne met pas en place de stigmatisation et vous n'aurez plus d'élèves qui refusent les aides comme c'est possible lorsqu'on différencie et qu'en fait ça rend visible les différences. La CEA, elle répond aux différences des élèves mais sans les rendre visibles. Pour implanter la conception universelle des apprentissages dans les classes françaises, il y a un certain nombre de défis que nous devons résoudre. Le premier défi, c'est celui de la formation. En ce moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pédagogie universelle est rentrée dans les maquettes de formation des enseignants français. Et vous voyez, cette formation, elle se réalise en formation initiale. Il commence à y avoir des formations continues sur la CEA, mais c'est aussi un début. Et il n'y a pas encore beaucoup de formateurs qui sont formés à cette pédagogie en France puisqu'elle est émergente dans tout le pays. Le deuxième défi, c'est d'avoir des ressources françaises. Parce que je vous ai proposé des ressources, vous avez entendu, elles sont belges, elles sont canadiennes, elles viennent des États-Unis. Et pour l'instant, les ressources françaises sont en cours de construction. Nous sommes plusieurs à y travailler et elles devraient devenir de plus en plus disponibles dans les prochaines années. Et enfin, le dernier défi, et qui n'est pas le moindre, c'est le défi des représentations des enseignants sur leur travail. Quand on présente la pédagogie universelle, qui est une pédagogie de l'accessibilité, souvent les enseignants ont peur que ça facilite trop le travail des élèves et qu'en fait ça nuise au niveau des apprentissages. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. Quand on travaille en accessibilité, on va réussir à rendre l'objectif essentiel accessible pour tous et en fait on a plus d'élèves qui se confrontent à l'objectif essentiel de l'apprentissage parce qu'on va réduire tous les obstacles et toutes les barrières qui font que souvent les élèves sont arrêtés par des compétences qui ne sont pas la compétence la plus importante qui est visée par la séance. Donc un autre défi pour les enseignants, c'est de se permettre, de s'autoriser à favoriser l'entraide entre les élèves, sachant qu'on n'a pas été beaucoup formé à ça, moi aussi j'étais enseignante, et que souvent on a peur on ne se sent pas autorisé à ne pas être responsable de tout, et on a du mal à déléguer aux élèves. Ça c'est quelque chose qui demande vraiment de changer sa représentation de son propre rôle. Et enfin, ça ne fait pas plus de travail. Ça, c'est aussi très important. Ça demande de changer sa manière de faire. Et évidemment, à ce moment-là, le changement, c'est un petit peu coûteux puisqu'il faut acquérir de nouvelles pratiques et de nouvelles habitudes. Mais après, on va retirer beaucoup de bénéfices en temps parce que si on prépare une séance accessible au départ, on aura beaucoup moins d'aide à mettre en place après. Donc, moins d'aménagement individuel, moins de tout ce qui est remédiation, très peu de remédiation, beaucoup moins d'aménagement individuel, un plus grand confort professionnel, la satisfaction d'être capable d'amener ses élèves vers la réussite, qui fait que les enseignants sont beaucoup moins stressés par rapport à la diversité des élèves, et qu'en fait, la diversité devient un aspect du métier, ce n'est plus un problème. À partir du moment où on sait la gérer et on a des méthodes efficaces, on se réconcilie avec la diversité.